Je vais être obligé de me garder une gêne pour vous dire si ça a été fait ou non dans le cas d'Excellence Paper, parce que les documents que j'ai pu consulter ne pourraient pas être transmutés. Voilà. OK. J'étais un peu perplexe. C'est bon. Si vous pouvez pas m'en dire plus, d'accord. Est-ce Mais que... je mettrai un outrage au Parlement. Et je pense que vous ne me souhaitez pas ça, Frédéric. Non, non, absolument pas. Ouais. Il y a 2 semaines, j'ai publié un documentaire qui s'appelle François Legault aide-t-il ce milliardaire indonésien à saccager le Québec? La vidéo est au sujet de Jackson Wijaya, qui est un Indonésien qui a acheté la compagnie Resolu en 2023, puis Resolu, c'est la plus grande compagnie forestière du Québec. Le problème avec Jackson Wijaya, c'est que il possède aussi une compagnie en Indonésie qui est accusée de violation de droits humains, de destruction environnementale, d'éco-blanchiment, puis de non-respect de la législation environnementale et encore plus en Indonésie. Si tu n'as pas regardé le documentaire, tu n'auras pas vraiment de contexte sur cette vidéo-là. Pour ceux qui ont déjà regardé le documentaire, vous avez vu qu'il y avait une pétition à signer. Nous, citoyennes et citoyens du Québec et du Canada, interpellons les autorités publiques concernant la gouvernance et la transparence de Paper Excellence et de son propriétaire Jackson Wijaya dans le contexte de leur influence croissante sur l'industrie forestière, que j'ai créé à l'endroit de François Legault et aussi à l'endroit de Terry Duguid. Si vous voulez me faire parvenir, cher Frédéric, votre pétition, je pourrais peut-être ajouter ça lorsque je présenterai la motion à la Chambre. Terry Duguid, c'est le président du Comité permanent des ressources naturelles pour le gouvernement fédéral. Ce que tu t'apprêtes à regarder maintenant, c'est une entrevue que je viens de faire avec Mario Simard. Mario Simard, c'est le député du Bloc québécois au fédéral pour la circonscription de Jonquière. Dans cette circonscription-là, il y a plusieurs actifs qui appartiennent à Paper Excellence ou Domtar, tu peux l'appeler d'une façon ou d'une autre. C'est la compagnie canadienne de Jackson Wijaya. De nombreux syndicats qui avaient accumulé des informations sur le passé de M. Wijaya. On avait fait des démarches à ce moment-là auprès de François-Philippe Champagne, qui était ministre de l'Industrie, pour voir s'il ne serait pas nécessaire de bloquer cette transaction-là. Mais je vais vous le dire en toute transparence, nous, on est toujours tiraillés entre, d'une part, l'idée de mettre au jour ces éléments d'information-là qui ont été abondamment traités, mais d'autre part aussi, il faut s'assurer que chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les installations soient maintenues en opération. C'est un peu la ligne mince sur laquelle nous, on a navigué. Je ne me cacherai pas derrière un paravent pour dire comme il est le propriétaire de l'installation chez nous, je ne dois pas le critiquer. C'est pas de cette façon-là que ça fonctionne. Il faut être responsable au sens où il faut s'assurer que on ne se tirera pas dans le pied en faisant fuir un investisseur qui peut maintenir des emplois. Encore une fois, ça ne nous dédouane pas d'obligation de demander des comptes à des gens qui auraient des pratiques qui sont discutables. Fait que naturellement, Mario Simard, il est inquiet de cette situation-là aussi. Puis ça tombe bien parce que lui, il a du pouvoir. Mario Simard, c'est le vice-président du Comité permanent des ressources naturelles. Fait que les 3400 personnes qui, jusqu'à maintenant, ont signé la pétition que j'ai créée, j'ai été capable de la mettre dans les mains de la bonne personne, cette pétition-là, parce que Mario Simard, il connaît Terry Duguid, ils travaillent sur le même comité ensemble. Puis ça tombe bien aussi parce que les activités parlementaires recommencent aujourd'hui. Fait qu'on va être capable d'avoir un avancement là-dessus. Je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites est-ce que les pratiques discutables qui ont eu cours à d'autres endroits pourraient être exportées chez nous. Je pense que là-dessus, je pense qu'on a des mécanismes là, assez puissants pour ne pas se rendre là. Mais ça ne suppose pas qu'il ne faut pas être vigilant. Fait qu'on parle de mécanismes, oui, je suis parfaitement conscient qu'on en a, puis ma crainte, personnellement, c'est pas que le Québec devienne la proie d'un multimilliardaire qui est prêt à exploiter les forêts puis violer les droits humains sans contrepartie. Ma crainte, c'est plus que c'est plus subtil que ça, justement. Puis que l'érosion du pouvoir du gouvernement provincial qui pourrait être apportée par le projet de loi 97 rendre la situation vraiment plus précaire à cause du fait que c'est un propriétaire comme ça qui a autant de garanties d'approvisionnement au Québec. Juste un petit rappel rapide avant de tomber dans l'entrevue pour avoir du contexte. Dans le documentaire, j'ai parlé du fait que le Comité permanent des ressources naturelles
a demandé à Jackson Wijaya 2 fois en 2023 de se présenter puis de jaser avec eux. Mais Jackson Wijaya a refusé les 2 fois. Puis après ça, en 2024, quand ça a été rendu public que Jackson Wijaya est devenu propriétaire de la compagnie en Indonésie qui est responsable de violations de droits humains, le comité a demandé une autre fois à Jackson Wijaya de se présenter, mais les élections fédérales ont cancellé le projet. Ce que Mario Simard m'a dit, c'est qu'il va bientôt remettre l'invitation, encore une fois, à Jackson Wijaya de comparaître devant le comité puis de rendre des comptes. Quand j'aurai un petit peu d'éclaircissement, je compte bien déposer une motion pour faire témoigner M. Wijaya. Et si jamais on avait des éclaircissements de la part des gens de Domtar, qui sait, peut-être qu'on pourrait laisser cette motion-là de côté. Mais pour l'instant, je pense que c'est assez essentiel pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean de comprendre quelles sont les intentions des gens de Domtar. À mon sens, ça devrait être quelque chose qui est vraiment requis parce qu'il est rendu qu'il possède beaucoup quand même des garanties d'approvisionnement qui sont fournies par le gouvernement provincial. Juste avant de te laisser écouter l'entrevue au complet, je suis vraiment désolé, la qualité du son est médiocre. Je vais travailler là-dessus. Puis j'aimerais bien ça avoir de ton feedback dans les commentaires. Si tu peux me dire comment tu as trouvé l'entrevue, si tu trouves que j'ai été trop complaisant, si j'aurais dû poser des meilleures questions. Puis quelles questions tu y aurais posées, toi, si tu avais eu la chance de jaser avec lui. Je serais bien curieux de savoir ça. Bonne écoute. Avant la dernière élection, au Comité des ressources naturelles, on avait envoyé une demande à M. Wijaya pour qu'il comparaisse devant le comité. Et bon, comme les travaux de comité ont porté sur autre chose, puis qu'il y a eu d'autres éléments parlementaires qui ont été traités, ça a été un peu laissé de côté. Moi, j'attendais toujours le plan d'investissement à l'époque de Excellence Paper, qui est devenu Domtar. Donc, j'attendais le plan d'investissement d'Excellence Paper. Et là, il y a des rumeurs persistantes chez moi à l'effet que le plan de travail de Kinogami risquerait de fermer. Donc, comme on m'avait donné plus ou moins des garanties en me disant que l'intégralité des installations allait rester en opération, maintenant, moi, je prends les dispositions qui sont à ma portée, c'est-à-dire que je compte redéposer une motion pour que M. Wijaya témoigne devant le Comité des ressources naturelles. OK, parce que dans le fond, le processus avait été mis sur pause de ma compréhension à cause des élections fédérales. Puis là, vous avez gardé votre poste en tant que vice-président du comité. Fait que vous avez, si on veut, un peu de pouvoir de ce côté-là dans le comité de soumettre des dossiers puis de demander que ces dossiers-là avancent. Est-ce que je comprends bien? Tout à fait. Et je veux pas que ça ait l'air du chantage, là. C'est pas du chantage. Moi, j'ai un travail de législateur à faire, de représentant des gens de ma circonscription. L'usine de Kenogami, il y a beaucoup de rumeurs entourant cette usine-là. Quand la transaction a été faite entre Excellence Paper et puis Produits forestiers résolus, on nous avait dit qu'il y aurait un plan d'investissement et que l'intégralité des installations allait être maintenue, ce qui a fait qu'on a relâché un peu la pression. Vous voyez, on attendait de voir ce qu'allait faire l'entreprise. Puis il ne faut pas se le cacher, des gens qui ont les poches assez profondes pour investir dans le secteur des pâtes et papiers, ils ne sont pas légion aujourd'hui. Mais quand même, M. Wijaya, via la filière qui est Domtar, dispose d'avantages considérables d'accès à de la fibre de qualité. Donc, en ce sens-là, il y a des réponses à donner aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je trouve que présentement, c'est il y a un petit manque de transparence sur les intentions de l'entreprise. Parce que c'est M. Wijaya qui est directement responsable de ça, je ne peux pas vous le dire, mais comme il est un des plus grands propriétaires d'installations de pâtes et de papier au Canada, je pense que ce serait d'intérêt pour nous de l'entendre dans le cadre d'un comité. Les choses vont reprendre leur cours. Notre premier comité a lieu aujourd'hui le 15. On aura nos priorités. Mais moi, je compte bien déposer une motion. Quand j'aurai un petit peu d'éclaircissement, je compte bien déposer une motion pour faire témoigner M. Wijaya. Et si jamais on avait des éclaircissements de la part des gens de Domtar, qui sait, peut-être qu'on pourrait laisser cette motion-là de côté. Mais pour l'instant, je pense que c'est assez essentiel pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean de comprendre
quelles sont les intentions des gens de Domtar. Mhm. Mais je pense qu'il y aurait la distinction à faire entre deux sujets, si on veut. Ben, premièrement, vous êtes député de la circonscription de Jonquière, fait que naturellement, vous devez représenter leurs intérêts. Puis Domtar, je sais pas combien ils fournissent d'emplois dans la région, mais je sais que c'est assez substantiel. Fait que naturellement, c'est sûr que votre job de député, c'est de vous assurer de la prévisibilité de ces emplois-là, puis s'assurer de la pérennité. Aussi, j'imagine que vous tenez à cœur la pérennité de l'écosystème. Oui, Fait tout à fait. que c'est ça. Mais aussi le deuxième sujet, ce serait plus largement le passé, si on veut, de Jackson Wijaya en Indonésie. Il y a un historique de violation de droits humains qui est relié à une compagnie dont il est maintenant propriétaire depuis novembre 2024. Même chose pour les violations des lois environnementales en Indonésie. Puis même chose pour l'historique d'éco-blanchiment. Fait que dans le fond, Oui. je dirais qu'il y a deux sujets. Premièrement, les intérêts des personnes de la circonscription. Deuxièmement, les intérêts du Québec plus largement à... Tu sais, de mon point de vue, je suis assez réticent à dire, bon, je suis prêt à accepter que ce propriétaire-là possède beaucoup d'entreprises au Québec, mais de l'autre côté, je vois aussi que, bon, comme vous avez dit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à investir des sommes importantes dans les pâtes à papier. Fait que je vous lance un paquet d'idées comme ça, je sais pas Et, comment vous voulez réagir. Frédéric, vos préoccupations sont tout à fait légitimes. En 2023, si je ne me trompe pas, c'est le moment où on a appris la volonté de vendre produits forestiers résolus et où on a pris connaissance du profil de M. Wijaya. Il y a eu un travail qui a été fait avec le syndicat de la CSN, avec de nombreux syndicats qui avaient accumulé des informations sur le passé de M. Wijaya. On avait fait des démarches à ce moment-là auprès de François-Philippe Champagne, qui était ministre de l'Industrie, pour voir si il ne serait pas nécessaire de bloquer cette transaction-là. Une fois que la transaction n'a pas été bloquée, nous, il faut s'assurer, puis je comprends, vous évoquez des préoccupations légitimes, puis on y reviendra, mais nous, il faut s'assurer que les emplois qui sont associés aux installations soient maintenus. Donc, ce qu'on avait fait à ce moment-là, c'est qu'on avait mis en place un comité de vigilance avec les travailleurs des syndicats pour voir ce qui allait advenir. On avait un interlocuteur qui était chez Pepper Excellence, qui était de bonne foi, à mon avis, qui avait réussi à rassurer plusieurs personnes, mais ça n'enlève pas les préoccupations qu'on peut avoir sur la réglementation environnementale qui est chez nous, qui est différente probablement de celle d'autres pays où M. Wijaya a des opérations. On a un régime forestier qui doit être respecté. M. Wijaya ne peut pas passer outre ça. On a des lois qui encadrent le travail qui doivent être respectées. Donc, j'ai pris connaissance, comme vous, d'éléments qui sont problématiques, disons, dans les opérations de Aja Pulp and Pepper dans le passé. J'ai pris ce qui a soulevé des préoccupations pour plusieurs intervenants. C'est pourquoi on voulait l'entendre. On voulait entendre M. Wijaya en comité, mais je vais vous le dire en toute transparence. Nous, on est toujours tiraillés entre, d'une part, l'idée de mettre au jour ces éléments d'information-là qui ont été abondamment traités, mais d'autre part aussi, il faut s'assurer que chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les installations soient maintenues en opération. C'est un peu la ligne mince sur laquelle nous, on a navigué. On a eu des communications constantes avec l'entreprise, pas directement avec M. Wijaya, mais avec des gens de l'entreprise qui voulaient nous garantir une certaine forme d'autonomie de la portion, si vous voulez, Excellence Pepper, qui est devenue Domtar. Donc, ils avaient leur propre processus de décision et qu'ils allaient respecter les lois, les normes, les règles qui sont en vigueur ici. On avait des préoccupations qui sont aussi de l'ordre de la commercialisation de la pâte Kraft. Vous savez, c'est un produit qui est nécessaire aussi ici. On a besoin, on ne veut pas créer de pénurie, une hausse de prix de la pâte Kraft. On avait ces préoccupations-là. On a eu des discussions avec l'entreprise qui, moi, m'apparaissaient à ce moment-là comme étant transparentes. Donc, nous, ce qu'on voulait, les conditions qu'on avait mis, on veut un plan d'investissement pour maintenir l'intégralité des installations. Ces gens-là nous garantissaient qu'ils allaient respecter
les normes, les règles environnementales qui sont ici. Si tu veux avoir la norme FSC, si tu veux avoir tous ces éléments-là pour commercialiser tes produits, ben, ils doivent respecter ça. On avait cette forme de garantie-là, mais à partir du moment où l'entreprise cesse d'être transparente, eh bien, pour nous, on utilise les leviers qui sont à notre portée. Et c'est ce qu'on a jugé peut-être, je vous dirais, au début de l'été. C'est ce qu'on a jugé au début de l'été quand les rumeurs se sont fait persistantes sur la fermeture du plan de travail de Kenogami, qui est un plan de travail qui existe depuis plus de 100 ans. Donc, dans le paysage là, du Saguenay, là, cette usine de pâte et papier-là, c'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose qui est historique. Et puis, le parc presse qui est à côté, c'est quelque chose qui a constitué avec Rio Tinto, l'aluminium, le développement industriel une portion significative de ma région. Donc, il y a un aspect symbolique là-dedans, il va de soi, mais il y a aussi un aspect où on veut préserver les emplois des gens qui sont dans ces installations-là. Il y a tout un plan, il y a toute une portion de cette réflexion-là qui doit se faire à Québec, parce que vous devez probablement savoir, Frédéric, que les installations de Alma et de Kenogami sont attachées à un barrage, le barrage Jim Gray. Et suivant la loi 50, si le propriétaire ferme une installation, eh ben, je pense qu'il perd une partie du pouvoir électrique qui est associé. Donc, ça, c'est un levier. C'est pas un levier qui est entre mes mains, parce que moi, je suis à Ottawa, c'est un levier qui est entre les mains de mes collègues à Québec. Est-ce que ça peut changer les discussions? Mais je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites, est-ce que les pratiques discutables qui ont eu cours à d'autres endroits pourraient être exportées chez nous? Je pense que là-dessus, je pense qu'on a des mécanismes là, assez puissants pour pas se rendre là. Mais ça suppose pas qu'il faut pas être vigilant. Ça suppose pas non plus qu'il faut pas soulever les éléments problématiques et de demander des comptes à ces gens-là. Ce que vous faites très bien. Merci beaucoup. Ben, je pense, OK, j'ai quelques idées en tête. Premièrement, vous m'avez dit que vous planifiez remettre sur la table le projet de demander à Jackson Wijaya de se présenter devant le comité. En 2023, vous étant le comité, avez fait la demande 2 fois. Il s'est pas présenté. Il a dit qu'il était trop occupé. Puis en 2024, vous avez fait la demande une 3e fois. Puis finalement, les élections fédérales sont arrivées. Mais entre-temps, quelques mois après l'annonce des élections, Jackson Wijaya a passé en entrevue, puis a dit aux médias, je me souviens plus exactement c'était qui, je pense Globe and Mail, puis il a dit qu'il se présenterait volontiers devant le comité si on lui demandait une autre fois de se présenter. Fait que si on se fie à sa parole de ce côté-là, ça devrait pas être un problème. Il devrait se présenter de manière très transparente. À mon sens, ça devrait être quelque chose qui est vraiment requis parce qu'il est rendu qu'il possède beaucoup quand même des garanties d'approvisionnement qui sont fournies par le gouvernement provincial. Puis ça m'amène à l'autre point, les lois, le cadre légal qui entoure l'exploitation des forêts au Québec est en train d'être travaillé en ce moment par le gouvernement du Québec. Moi, personnellement, ça m'inquiète beaucoup. C'est le projet de loi 97 dont il est discuté. Fait qu'on parle de mécanismes, oui, je suis parfaitement conscient qu'on en a, puis ma crainte, personnellement, c'est pas que le Québec devienne la proie d'un multimilliardaire qui est prêt à exploiter les forêts puis violer les droits humains sans contrepartie. Ma crainte, c'est plus que c'est plus subtil que ça, justement. Puis que l'érosion du pouvoir du gouvernement provincial qui pourrait être apportée par le projet de loi 97 rendre la situation vraiment plus précaire à cause du fait que c'est un propriétaire comme ça qui a autant de garanties d'approvisionnement au Québec. Oui. Première chose, Frédéric, je ne savais pas, j'ai pas vu l'entrevue avec le Globe and Mail. Je pourrais vous l'envoyer. J'avais pas vu. Non, je me fie à vous. C'est une bonne chose. Si M. Wijaya est prêt à témoigner en comité et suivant les priorités qui seront faites au comité. Parce que, vous voyez, je suis pas seul à décider de ce qu'est notre agenda pendant le comité, mais suivant ce que seront les priorités. Moi, j'ai déjà indiqué à des gens de chez Domtar que je comptais déposer un type de motion dans des médias chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Donc, s'il est disposé à témoigner, tant mieux. Peut-être fera-t-il partie de l'agenda qu'on aura dans les prochaines semaines, dans les prochains mois au Comité des ressources naturelles. D'autre part, ce que vous dites sur la révision du régime forestier, je ne veux pas esquiver, mais ça relève de Québec. Moi, j'entends du bon et du moins bon sur la révision du régime forestier. Je vais me garder une petite gêne parce que je demande aux gens des autres partis de ne pas se mêler des affaires de Québec. Mais il y a une nécessité peut-être de revoir le régime forestier. Puis il y a une façon assurément de négocier pour satisfaire à la fois les préoccupations des Premières Nations, des gens de l'industrie, des usagers. Je sais que c'est pas facile. Je sais que l'industrie forestière traverse des moments qui sont assez difficiles. Peut-être qu'on ne fait pas suffisamment de valorisation, on ne fait pas suffisamment de transformation. Mais il faut être prudent parce que moi, je pense qu'il y a des bons joueurs dans le secteur forestier. Il y a des joueurs qui sont intéressants. Je pense entre autres à Chantier Chibougamau, qui a un modèle d'affaires qui fait beaucoup de valorisation, qui permet de donner un élan économique aux petites communautés à Chibougamau et puis dans le nord du Québec. Donc, vitaliser un peu ces communautés-là qui en ont besoin, qui vivent depuis longtemps de la forêt. C'est la même chose au nord du lac Saint-Jean, des gens qui vivent de la forêt. Donc, je pense qu'on peut trouver un moyen de satisfaire tout le monde, mais ça ne nous dédouane pas de l'obligation de bien regarder les entrepreneurs, les investisseurs qui viennent chez nous. Ça ne nous dédouane pas de ça. Si M. Wijaya a eu des pratiques qui sont discutables par le passé, les médias ont dénoncé en partie certains éléments que j'ai vus moi aussi à travers la presse, des gens comme vous. Les syndicats ont aussi fait paraître des documents pour dénoncer les pratiques de M. Wijaya. Donc, comment on peut réagir maintenant? Ben, c'est en cherchant une forme d'équilibre, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, je me cacherai pas derrière un paravent pour dire comme il est le propriétaire de l'installation chez nous, je ne dois pas le critiquer. C'est pas de cette façon-là que ça fonctionne. Nos gouvernements peuvent peut-être resserrer certaines règles, tant au fédéral, même chose aussi. Puis il faut être conscient de la richesse que ça représente. La fibre dont on dispose, elle a une valeur qui est non négligeable. Donc, de sorte que Domtar ont aussi des comptes à nous rendre. Ils peuvent utiliser moi, je préfère dire richesse naturelle, parce que c'est une richesse. On leur permet d'utiliser ces richesses-là. Ben, en retour, on s'attend à une certaine forme d'imputabilité, et cette imputabilité-là, elle peut porter autant sur les gestes de l'entreprise que sur les gestes de M. Wijaya. Donc, voilà. Il faut maintenir une certaine forme de pression, tout en étant conscient que ça ne doit pas se faire au détriment des travailleurs. Voilà. Absolument. Donc, je comprends la situation dans laquelle vous êtes. C'est sûr que c'est pas évident parce que, quand même, compte tenu du fait qu'ils possèdent autant d'actifs dans votre circonscription, c'est une situation qui est quand même délicate pour vous, là. Oui. Vous avez parlé de valorisation. Je suis obligé de te dire, Frédéric, c'est une situation qui est problématique parce que dans le secteur spécifique des pâtes et papiers, c'était difficile de trouver un preneur. Donc, le danger que les installations aient été fermées ou, je dirais, vendues à la pièce était existant. On est un peu lié à on est un peu attaché à ce moment-là, même si on a fait valoir. Si tu cherches dans les médias, tu vas voir qu'on a publié des lettres quand on a su. J'ai publié une lettre avec Yves François quand on a su que Résolu était à vendre pour soulever des préoccupations. Mais en même temps qu'on fait ça, c'est notre rôle de législateur de faire ça. Mais il faut être responsable au sens où il faut s'assurer que on ne se tirera pas dans le pied en faisant fuir un investisseur qui peut maintenir des emplois. Et je ne veux pas paraître cynique en vous disant ça, mais encore une fois, ça ne nous dédouane pas d'obligation de demander des comptes à des gens qui auraient des pratiques qui sont discutables, puis à des gens qui ont des modèles d'affaires qui ne prennent pas en considération l'intérêt des communautés. Ils doivent être de bons citoyens corporatifs comme l'ensemble des acteurs économiques qui profitent de nos richesses naturelles.
Mhm. Est-ce que vous avez des moyens, je connais pas trop comment ça fonctionne, mais est-ce que vous avez des moyens pour entrer en contact avec les usines puis essayer de voir qu'est-ce qui peut se négocier pour les retombées régionales? Parce que si on se dit justement qu'on veut faire plus de valorisation, c'est-à-dire utiliser le bois puis faire de la transformation supplémentaire pour donner plus de valeur avant d'exporter et ainsi faire plus d'argent pour la région. Mais il y a aussi d'autres solutions qui peuvent être mises de l'avant. Mettons, on peut dire, OK, il y a des positions de cadres qui doivent provenir du Québec ou de la région, peut-être. Ça pourrait être une solution. Est-ce que vous voyez d'autres solutions comme ça qui peuvent être mises de l'avant? Puis est-ce que vous l'avez déjà fait? En fait, vous avez des bonnes pistes. C'est un peu ce que disait initialement Paper Excellence quand ils ont fait la transaction, c'est que les décideurs allaient être des Canadiens. Les décideurs de produits forestiers résolus allaient demeurer des Canadiens. Est-ce que il y a eu beaucoup de mouvements de cadres, là? Je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais maintenant, pour l'autre volet de votre intervention sur plus de valorisation du secteur forestier, il faut se le dire, le secteur forestier traverse une crise qui est peut-être sans précédent parce que les droits compensateurs, c'est pas des tarifs là, pour le secteur forestier, c'est des droits compensateurs et des droits anti-dumping. Il y a 10 milliards d'argent canadien présentement qui dort aux États-Unis parce que les Américains sont de mauvais joueurs lorsqu'il est question de l'industrie forestière. Donc, d'une part, de cette problématique-là, d'autre part, des épidémies d'insectes, tordeuses de bourgeons qui arrivent sporadiquement, qui créent des problèmes considérables, et tu as les feux de forêt avec lesquels on a à conjuguer de plus en plus, étant donné les réchauffements climatiques. Tout ça fait en sorte qu'on doit peut-être revoir notre façon de faire dans l'industrie forestière, mais ça ne sera pas sans soutien de la part des gouvernements. Un des seuls secteurs d'activité qui ne bénéficie quasiment pas de soutien du gouvernement fédéral, c'est le secteur forestier, puisque le gouvernement fédéral juge que ça risque d'aller à l'encontre de nos accords commerciaux. Donc, les Américains pourraient mal réagir si on soutient le secteur forestier en se disant, vous voyez, ils subventionnent les produits de commodité, les 2x4 qui nous envoient. Donc, c'est très difficile. Puis, on a une crise du logement actuellement. Donc, on a une crise du logement auquel on pourrait répondre, en particulier en utilisant le matériau bois, qui est un matériau qui capte le carbone. C'est le meilleur matériau pour faire de la construction. Mais ça, c'est pour l'ensemble de la filière. C'est pas spécifiquement Excellence Paper. Donc, dans l'ensemble de la filière, on a à revoir peut-être les pratiques. Maintenant, spécifiquement pour Domtar Excellence Paper, les pâtes et papiers, il y a un déclin, on ne peut pas le nier. L'utilisation de papier est en déclin depuis une vingtaine d'années. Les nouveaux produits ne semblent pas répondre à des demandes qui soient pour que ces produits-là soient commercialisables, mais il y a quand même des pistes à explorer, à mon avis. Et je ne suis pas sûr que Domtar explore l'ensemble de ces pistes-là. Ils vont probablement au plus rentable. Je pense que leur intérêt, moi, c'est l'impression que ça me donne, et puis ils peuvent dire autre chose, mais leur intérêt, c'était surtout d'avoir l'usine de Pâtes-Craft de Saint-Félicien, qui a une grande valeur, et les Pâtes-Craft, c'est en demande. Mais bon, est-ce qu'il peut y avoir de nouveaux plans de Pâtes-Craft, parce qu'il y a une grosse demande là-dessus, je ne sais pas. Je vous dis ça comme ça, mais c'est de voir les possibilités. Mais pour avoir un soutien gouvernemental, il faut être, à mon avis, un citoyen corporatif irréprochable. Puis ça, ça reste il va falloir le juger. Sur un autre point, j'aimerais ça jaser rapidement. Là, je vois qu'on a déjà dépassé le temps. Merci pour ça. Juste peut-être une dernière question. Il y a un expert en sécurité nationale puis en investissement direct étranger qui a été convoqué par le Comité permanent des ressources naturelles. Il s'appelle Christian Leprec. J'aimerais ça juste vous citer quelque chose qu'il a dit puis vous demander de réagir à ça. Je crains que le processus canadien ne soit pas suffisamment rigoureux et adéquat pour signaler dès le départ les problèmes potentiels liés à l'égalité des conditions de concurrence pour tous les investisseurs. Ce gouvernement doit mettre sur pied et rendre opérationnelle l'Agence canadienne de lutte contre la criminalité financière. Pour une entité prétendument étrangère, potentiellement liée à la Chine, des questions intéressantes se posent.
Pourquoi les transactions ont-elles été autorisées? Était-ce dans l'intérêt public? Ces transactions sont-elles conformes à une loi sur la concurrence particulière? Sont-elles conformes aux lois canadiennes sur l'investissement étranger? Fait que lui, il s'inquiète de l'investissement étranger puis de la concurrence malsaine. Avec raison. Avec raison. Est-ce que nos procédés sont assez robustes au Canada? Est-ce que les études qui sont faites pour s'assurer que les investissements étrangers se font pas au détriment de la sécurité des Canadiens sont suffisamment développés? Je ne le crois pas. Il y a un travail à faire là-dessus. Il y avait même un projet de loi, là. Je vous dis ça de mémoire. Il y avait un projet de loi, il me semble, la dernière législation pour renforcer cet aspect. On a demandé à M. Champagne de voir, à huis clos, de voir les conditions qui avaient été mises pour la transaction entre Excellence Paper et Produits forestiers réseau. Malheureusement, je ne peux pas vous dire publiquement quelles étaient ces conditions-là, parce que ça s'est fait à huis clos. Mais je peux vous dire que je juge qu'on a peut-être des processus à renforcer si on veut s'assurer d'avoir des investisseurs au Canada qui ont profité sur tous les aspects, que ce soit économique, social. Voilà, on a peut-être du travail à faire. Et c'était pas... mais, tu sais, vous voyez, on a des mécanismes au sein de la société civile qui donnent un coup de main non négligeable. L'information sur la culture qu'on accolait à M. Wijaya, moi, elle m'est venue de documents qui avaient été préparés par des syndicats qui avaient des préoccupations légitimes. Je sais que ces syndicats-là ont beaucoup nourri les médias aussi dans des préoccupations légitimes. Et ça, c'est un mécanisme qu'il ne faut pas sous-estimer. La capacité des groupes au sein de la société civile, que ce soit des syndicats, des groupes de défense de l'environnement. Donc, il ne faut pas négliger la capacité de ces groupes-là à faire la lumière sur des investisseurs qui auraient des pratiques qui sont discutables. C'est un excellent mécanisme. Si on est capable de faire ça au sein de la société civile, je suppose qu'on est capable de faire la même affaire au niveau du gouvernement. Peut-être qu'on aurait à avoir des procédés un peu plus rigoureux. Mais disons que je vais être obligé de me garder une gêne pour vous dire si ça a été fait ou non dans le cas d'Excellence Paper, parce que les documents que j'ai pu consulter ne pouvaient pas être transmutés. Voilà. OK. J'étais un peu perplexe. C'est bon. Si vous pouvez pas m'en dire plus, d'accord. Est-ce que... Je mettrai un outrage au Parlement. Et je pense que vous ne souhaitez pas ça, Frédéric. Non, non, absolument pas. Ouais. D'accord. Fait que merci beaucoup pour votre temps. J'aimerais juste vous dire, j'ai fait un petit documentaire par rapport à Jackson Wijaya et à toute cette situation-là. Puis, mais on m'a dit que c'était très bien. Merci beaucoup. Puis, dans le fond, c'est ça. En lien avec la vidéo, j'ai créé une pétition pour demander à Thierry Duguid, qui est le président du comité, de convoquer Jackson Wijaya au comité, puis de poser des questions. Puis dans le fond, un autre récipiendaire de cette pétition-là, c'est François Legault. Puis la pétition a, jusqu'à hier soir, il y avait 3400 signatures. Je pourrais vous l'envoyer. Peut-être si vous pouvez lui faire parvenir, ça ferait bien mon affaire. Peut-être me l'envoyer parce que je comprends que vous consultez peut-être pas avec assiduité les médias du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est normal. Donc, la semaine dernière, moi, j'ai sorti sur les ondes d'une radio locale chez nous pour dire que j'allais redéposer une motion pour convoquer M. Wijaya. Je sais, puis je vais être franc avec vous, je sais que ce ne sera pas une priorité du comité, parce que ça me touche juste moi. L'ensemble de mes collègues qui viennent de l'Alberta et puis de l'Ontario ou du Manitoba, pour eux, ce ne sera pas une priorité. Ils vont chercher quelque chose de plus consensuel. Mais c'est quand même un élément qu'on va pouvoir progresser. Ce ne serait pas une étude qui serait très longue. Ce serait de recevoir M. Wijaya, ce serait probablement une séance du comité et ce serait suffisant.
Puis on verra quelle sera sa réaction, parce que je vais attendre encore un peu, et probablement on joue avec l'espace médiatique qui est disponible. Et probablement que d'ici à la semaine prochaine, on va présenter cette motion-là de façon publique dans les médias. Quand est-ce D'accord. on va présenter ça? Je pourrais, D'accord. si vous voulez me faire parvenir, cher Frédéric, votre pétition, je pourrais peut-être ajouter ça lorsque je présenterai la motion à la Chambre. Si vous avez envoyé une lettre à M. Duguid, me la faire suivre, puis j'y ferai référence aussi lorsqu'on parlera de la motion. OK. Excellent. Ben, merci beaucoup. Moi, ça me sécuriserait beaucoup. Puis je sais que les 3400 personnes qui ont signé, ça les sécuriserait beaucoup aussi. Fait que, merci de faire ces moves-là. On vous est reconnaissant, c'est sûr. Vous pouvez rester en contact avec Ariane. Elle vous indiquera quand on va débattre. Si t'as pas vu le documentaire, va voir ça. Si t'as pas signé la pétition, s'il te plaît, va signer ça. Dans le fond, là, mon objectif avec toute cette démarche-là que je fais en ce moment, c'est de m'assurer que Jackson Wijaya, son histoire tombe pas dans l'oubli, puis qu'on s'assure que les intérêts du Québec, des Québécoises, des Québécois, de nos forêts, de notre biodiversité, soient pris en compte, puis que le tout se fasse de manière durable. Fait que pour arriver à ça, je pense que j'ai fait un bon coup aujourd'hui. J'ai réussi à parler à quelqu'un qui a du pouvoir au niveau fédéral pour faire avancer le sujet, faire avancer le projet. Mais au niveau provincial, il y a du travail à faire encore. Je pense que le plus de monde possible signe la pétition, signe la pétition, signe la pétition, signe la pétition. Le mieux c'est parce qu'on va être capable de mettre plus de pression sur les députés au Québec pour faire en sorte que la discussion se rende jusqu'au Parlement. Mon rêve là, en ce moment, c'est que les gens posent des questions à François Legault sur ce sujet-là. Je vais jaser avec le député Haroun Boisy, qui est responsable des forêts pour Québec solidaire, la semaine prochaine, à ce sujet-là. Ça m'emballe bien raide. J'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va nous amener, cette affaire-là. Puis, ce que tu peux faire, dans le fond, c'est signer la pétition, partager cette vidéo-là que tu regardes en ce moment, partager le documentaire, puis je vais continuer de travailler fort pour faire avancer le dossier.